j'ai appris la guitare à 10 ans, mais je dois dire que j'étais pas spécialement virtuose. Et par contre, à l'adolescence, j'ai eu un coup de foudre pour l'harpe celtique. Moi, j'ai grandi en Bretagne, et là-bas, c'est un instrument, on va dire, assez banal. On peut l'apprendre aussi facilement que le piano, ou la flûte, ou la guitare dans les écoles. Donc j'ai eu ce coup de foudre pour cet instrument, pour sa forme, pour le son, et je me suis dit pourquoi pas. Mais il n'y avait pas de prétention à un jour être sur une scène ou même d'en vivre. Ça, c'était très loin de moi à l'époque. C'est fait vraiment petit à petit au fil des ans. L'harpe, c'est un instrument qui se prête très bien à l'improvisation. Et moi, j'ai appris avec une méthode très orale, avec des professeurs qui transmettaient de façon orale et qui encourageaient à ça, qui encourageaient à la création, au fait de se réapproprier des airs. Donc, j'ai bossé sur des thèmes bretons, irlandais, des musiques un peu plus musique du monde, des thèmes un peu anciens, méditerranéens. Puis je refaisais mes petits arrangements, mes petites compos, mais c'était là encore sans aucune prétention. Mais c'est vrai que j'avais ça en moi, cette envie de créer des choses. Moi, j'ai toujours eu aussi en moi, en parallèle de la musique, l'envie de raconter des histoires avec les chansons. Donc, j'ai toujours, dès les premières compos, des images qui me venaient en tête. Donc, pour moi, c'est deux choses associées. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en écoutant mes disques précédents qu'il y avait des images qui se déclenchaient assez facilement. Et donc, je pense que c'est une façon que j'ai de recevoir la musique. J'aime bien que ça raconte quelque chose directement. Avec Simon Kaby, qui est mon partenaire et mon complice musical, on est fan de toute leur production depuis une dizaine d'années. Et moi, j'avais sorti mon dernier album en France, qui s'appelle Songbook 2. J'ai la chance de les produire moi-même, donc je fais toujours une petite liste des gens que j'aime, les proches ou les gens que j'ai croisés dans ma vie, à qui j'ai envie d'envoyer les disques quand ils sortent. Et j'avais naïvement mis le nom des studios Ghibli dans ma petite liste perso. Et le CD est parti un peu à l'aveuglette, comme ça, au studio, avec un mot de remerciement. J'avais mis merci pour vos films qui m'inspirent beaucoup dans mon parcours de musicienne. Voilà mon dernier disque, j'espère que vous l'aimerez. Mais c'était tout, j'avais vraiment pas mis d'adresse, j'avais pas la volonté de montrer mon travail. C'était un geste très naïf que j'avais jamais fait avant, que je referais sans doute plus, d'envoyer le disque. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de chance parce que le disque est réellement arrivé à destination et qu'il a atterri sur le bureau de Suzuki-san, le producteur en chef, et qu'il y avait une espèce de timing parfait parce que lui il se creusait la tête à cette époque-là pour savoir ce qu'allait pouvoir être la musique du futur film, et il est tombé amoureux de la première chanson. Il a mis le disque dans son lecteur CD. Suzuki-san, et je pense qu'on lui doit beaucoup là-dessus. C'était sûrement le seul à l'époque qui a cru que ça allait pouvoir être possible, parce que moi au Japon j'existais pas du tout. Eux ils travaillent avec des compositeurs de talent, Joe Hisaishi que j'admire beaucoup. Donc il n'y avait a priori aucune raison. Je crois qu'il a vraiment fait un choix artistique de se dire que cette musique-là qu'il avait entendue lui plaisait pour un nouveau film. C'était un pari, je pense, très risqué de leur côté. Et pour moi, quand j'ai appris qu'ils avaient envie que je bosse pour eux, ça a devenu un challenge aussi incroyable. Donc, je crois que c'était une première des deux côtés, en fait. De créer des chansons, qui est quelque chose dont j'ai l'habitude puisque c'est ça que je fais pour moi. Donc uniquement des chansons, on en a composé une vingtaine, et à partir de ces chansons, ce qui était assez étonnant parce que dans les films Ghibli il n'y a pas énormément de chansons, à partir de ces thèmes chantés, on a dérivé tous les instrumentaux qui allaient être du coup la musique à l'image, la musique plus en arrière-plan. Donc le travail au départ il était pas trop angoissant à cause de ça, parce qu'on m'a demandé de faire ce que je savais faire, à savoir des chansons. Ils n'avaient jamais mis autant de musique chantée à l'image. D'habitude, il y a un générique en fin de film, mais on est loin des univers de Disney, par exemple, où il y a toujours 3-4 chansons par film, un peu par façon comédie musicale par moment. Et Ghibli a eu peur à un moment de commencer à ressembler à ça, mais ils ont décidé de garder autant de chansons. Je crois qu'il y a 3 thèmes chantés en plus du thème final, parce qu'ils ont eu envie que la voix soit comme un instrument parmi les autres, que la voix c'était aussi ce qui avait séduit Suzuki avec la harpe quand il avait écouté mon album. Et la voix c'est un instrument parmi les autres, peu importe le sens des paroles, à la limite au début du film quand on entend ce thème chanté, c'est un instrument et ils se font avec les autres instruments. Mais c'est assez inhabituel en effet. Au départ du
projet, on devait juste composer un thème qui est devenu le générique, et ça a été Arietti Song, la première chanson qu'on a composée, et je pense que c'est à partir de cette chanson que dérivent un peu les autres thèmes, parce que c'est un peu basé sur les mêmes instruments. Il y a toujours la harpe qui a une présence centrale. Moi, je compose tout avec la harpe. Elle fait écho. Ça, on le dit a posteriori, mais sur le moment, on n'en a pas conscience. Pendant tout le film, il y a cette harpe. Pour moi, elle fait écho vraiment au personnage d'Arietti. C'est un peu le double instrumental d'Arietti. C'est un instrument avec ce son clair qui est un peu fragile, mais cristallin, puis un peu magique. Et Arietti, c'est un peu ce genre de personne, toute petite fille, fragile elle aussi, mais limpide et souriante. Et elles se font écho dans le film, je pense. Et puis le côté dansant qu'il y a sur certaines musiques, je pense que c'est là le côté celtique de mes compositions. On sait pour certains thèmes, on s'est penché un peu sur la musique irlandaise, sur les airs à danser du répertoire traditionnel breton. Donc ça ressent à l'image. Le thème de Spiller, il est inspiré par une danse traditionnelle breton. Spiller, c'est ce petit personnage qui vit un peu comme un sauvage à l'extérieur du monde des humains et qui se débrouille tout seul. Et le réalisateur voulait une musique qui évoque ce côté primitif et un peu naïf. Donc moi j'ai tout de suite été chercher dans ce que je connaissais de la musique traditionnelle bretonne, quelque chose qui est un peu relié à la terre, un peu rustique. Et voilà, donc il y a ce côté dansant qui apparaît dans ce thème et qui est dans le film, dans tout le passage dans lequel on voit Spiller. Pour moi l'histoire d'Arietti c'est une histoire celtique de toute façon. Ça rappelle vraiment les contes et légendes avec les lutins comme en Irlande, même en Bretagne. Moi, je connaissais des tas d'histoires de lutins qui vivent sous les maisons. Quand j'étais enfant, je connaissais par cœur. J'étais tout de suite familière avec cette histoire. Cela dit, la musique qu'on a composée avec Simon, pour moi, c'est pas de la musique bretonne ou de la musique celtique. C'est vraiment une musique originale pour le 21e siècle. Il n'y a aucun thème traditionnel dans le film, c'est que des compositions. Mais c'est vrai que le choix des instruments et puis cette harpe qui est pas si familière que ça à toutes les oreilles, elle sonne du coup, oui, comme venue un peu de notre culture, dans notre monde, et ça peut très bien être attaché à l'univers des lutins. Parce que moi j'ai essayé de garder le son qu'ils avaient aimé, donc il y a un travail vraiment central autour de la harpe, de la voix, et puis il y a tous les musiciens et instruments avec lesquels j'ai l'habitude de travailler en France. On a travaillé avec Simon Cabi qui orchestre un peu aussi toujours les disques pour moi, donc on a gardé notre son. Par contre il n'y a que des créations originales pour le film, et un travail vraiment d'échange d'aller-retour avec Tokyo sur les choix artistiques et de création. Donc il y a eu, je crois, 25 thèmes de composés sous les indications du réalisateur, avec des corrections, des allers-retours, idem pour la mise à l'image, ça a été réfléchi là-bas, avec un dialogue entre eux et nous. Parce qu'on est resté fidèle à ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on travaille en général les cordes avec un trio, un quartet des fois, mais on va rarement plus loin. On est sur une structure de base. Il y a quasiment un instrument par voix, c'est-à-dire qu'il y a un violoncelle, un alto, un violon, peut-être deux fois deux violons, peut-être on double les violons, mais ça reste très simple là-dessus. On ne va pas aller chercher à créer une masse sonore nécessairement imposante. Si on veut quelque chose de plus imposant, on va rajouter de la perspective sonore avec des instruments traditionnels qu'on va mettre dans un spectre de la salle avec des réverbérations. On va mettre des choses comme les bagpipes, les cornemuses en français, pardon. Les cornemuses, des choses comme ça. Alors effectivement, le tout mélangé à des percussions, mélangé aux cordes, on peut créer quelque chose d'assez large. Mais on ne va pas se servir des cordes pour créer quelque chose de large. Les cordes sont presque identifiables souvent dans la musique, elles sont souvent identifiables. Souvent le violoncelle va jouer en solo, le violon va jouer en solo. Quand ils se mélangent, on peut encore les identifier. On n'est pas sur une grosse orchestration, c'est pas notre propos, notre discours. Alors qu'effectivement, Joe Hisaishi est un grand virtuose de ça. Il y a un thème qu'il a demandé à un moment du travail, un thème qui se devait être effrayant et comique. Déjà, l'alliance des deux mots m'avait déroutée. Mais moi, j'avais jamais bossé pour construire une musique comique ni effrayante. Donc, c'était assez angoissant, mais finalement, on s'est lancé dans le jeu, c'est devenu un jeu, et puis on s'est beaucoup amusé à le faire, et ça a plu, et ça donne un des thèmes qui est à l'image dans le film. Le film n'existait pas du tout quand on a commencé à bosser sur la musique. Ils avaient le scénario, donc j'ai eu le scénario de Miyazaki, le bouquin originel de Mary Norton aussi, que je ne connaissais pas.
Et les premiers dessins, donc tous les décors de fond, tous les personnages. Et ça, c'était amusant d'avoir tout ça quasiment 2 ans avant que le film sorte. Et puis surtout, en fait, ce qui a guidé le plus, c'est des textes du réalisateur, Yonebayashi-san, qui m'envoyait sous forme de poèmes. Je crois que Ghibli a l'habitude de travailler comme ça avec Joe Hisaishi aussi. Des poèmes de 4-5 lignes, parfois 10 lignes, sur un thème précis, sur un personnage ou une situation, une relation entre 2 personnages. Donc il y a eu, je crois, une quinzaine de poèmes. Et sur chaque poème, on a composé avec Simon 1 voire 2 chansons. Voilà, donc il y a un thème pour le jardin, un thème pour Arrietty et Shaw, leur relation qui évolue au fil du film, un thème pour le personnage de Spiller, un thème pour la maison de poupée. Enfin, il y a eu beaucoup de thèmes comme ça, avec quelques mots très précis. Yonebayashi donnait un peu l'émotion qui devait se dégager de la musique. C'était ça le matériel principal en fait. Aucune composition sur l'image. On a à mi-chemin du travail, on a visionné une sorte de démo reel du film. Donc c'était des croquis mis bout à bout, mais non animés, avec des voix témoins. Donc on a eu une idée du film dans sa longueur, mais on n'a pas composé sur l'image. Tout ce qui est calage exact de la musique à l'image, ça a été fait à Tokyo par le directeur musical en charge des effets sonores aussi. Et c'est lui qui est responsable des choix très précis déjà de quel mixage allait être retenu et quel endroit précis pour telle musique. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on n'aurait pas su faire nous depuis Paris, et on trouve qu'il a brillamment mis tout ça et fait des choix vraiment intéressants. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec Joe Hisaishi pour des conseils, justement? Non, nous on a voulu surtout pas réfléchir trop à lui parce que c'était un challenge énorme de passer après ce monsieur. Moi, ça fait partie de l'amour que j'ai pour les films de Ghibli, la musique qu'il a fait pour ces films, je la respecte infiniment, donc je voulais surtout pas réécouter, ça m'aurait beaucoup angoissée. Et Ghibli je pense, a pas souhaité mélanger les créations. Je pense que Joe Hisaishi bosse pour eux dans la longueur, il va sûrement faire la musique d'un prochain film. Voilà, non, j'ai pas côtoyé M. Hisaishi. Et Miyazaki a écrit le scénario du film, alors du coup, des échanges avec lui aussi ou pas? Très courtois en fait, il s'est vraiment effacé pour laisser la place au réalisateur, à Yonebayashi. C'était ça un peu le propos de Ghibli, c'était de lancer un nouveau talent. Donc Miyazaki-san est resté en retrait, on l'a croisé dans les studios parce qu'il est toujours quelque part pas loin. On s'est salué, on a discuté un petit peu, mais c'est pas quelqu'un avec qui on a travaillé au quotidien du tout. Blowing in the wind, see the sky in the summer rain, pick a flower from the garden for you. Ghibli le fait à chaque fois, je crois, écrire un image album. Ce sont les fameuses chansons qu'ils nous ont demandé au début, donc des chansons vraiment construites en forme de chansons avec des couplets, des refrains, des fois des mélodies un peu entraînantes, en tout cas qui est très radiophonique. Donc ça s'appelle l'image album et c'est sorti bien avant le film, au mois d'avril 2010. Et des chansons qui sont pas forcément dans le film. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Et moi, je compare ça souvent à un cahier de tendance parce qu'en fait, toutes ces chansons, elles ont tourné en boucle dans le studio pendant que le film se faisait. Les graphistes écoutaient ça en dessinant. C'est devenu un peu le référentiel pour après construire la BO. C'est devenu un cahier de tendance pour la suite. Et après, il y a la BO, donc, qui est le score du film. Exactement. Et ça sort en même temps que le film, et c'est là vraiment la musique à l'image, même si là, Ghibli a voulu que chaque thème soit sur le disque joué en entier, même si dans le film, ils apparaissent vraiment par extrait. C'est une expérience que j'aimerais revivre, parce que j'ai toujours eu cette envie que la musique raconte des histoires et se mettre sur de l'image, donc je le referai volontiers. Pour l'instant, très concrètement, on est encore vraiment dans la parenthèse un peu enchantée de cette collaboration avec Ghibli, qui n'est pas tout à fait refermée puisqu'il y a la sortie française, donc on verra après ce qui se passe.